Aux commandes de l'équipe du dimanche ce soir, Abdoulaye Baro, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 7 Info. Il sera notamment question de la crise dans le secteur de la santé. Il sera également question de cette menace de boycott de la production du coton cette année. Mais nous parlerons bien d'autres sujets, notamment cette affaire d'État, bien sûr, l'affaire d'exportation de charbon fin au niveau de la mine d'Essakane. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Trois invités ce soir. J'ai avec moi Mohamed Traoré, il est producteur de coton, il aide la coopérative Tidjania, membre de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec nous également le docteur Souleymane Kampaoré, il est délégué du syndicat des médecins du Burkina du côté de Gawa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et puis Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Nous ouvrons cette info par le secteur de l'éducation. Un accord a été trouvé avec un statut valorisant à adopter très prochainement. Mais visiblement, on est loin donc du consensus. En seulement un mois, trois nouvelles organisations syndicales ont vu le jour. Elles sont essentiellement composées d'encadreurs pédagogiques, d'instituteurs adjoints certifiés et d'instituteurs certifiés. Ils reprochent des choses au statut valorisant. Nous les avons rencontrés, les précisions. La lutte s'organise et commence à prendre forme du côté des corps qui se sentent lésés dans la rédaction du statut valorisant du personnel de l'éducation. Le syndicat créé en 2 jours. Au SYNTEF, le syndicat national des travailleurs de l'éducation, on estime que la montagne a accouché d'une souris après la longue lutte qui a frappé de plein fouet le secteur de l'éducation en 2017. Pinga Bernard Sawadgo et son équipe dénoncent toute une panoplie de discrimination contenue dans le statut rédigé. Ils redoutent un blocage de carrière. Ils vont reverser par exemple les instituteurs principaux et les conseillers pédagogiques itinérants à A1, c'est-à-dire qu'ils deviendront des inspecteurs après une formation de 9 mois pour les conseillers et 18 mois pour les instituteurs principaux. Si on arrivait à reverser ces 2 corps-là, ça veut dire que le gouvernement n'a plus besoin d'inspecteurs durant une période de 10 ans. Que deviendront les autres agents qui aspiraient à être inspecteurs? Le nouveau syndicat regrette également la violation de la loi 081 relative au statut général de la fonction publique. Dans le projet de statut valorisant du personnel de l'éducation, certaines catégories pourront passer des concours à 55 ans. Nous ne sommes pas contre. Si cette logique devrait continuer, on ne serait pas contre. Quand vous voyez chez nous, au niveau des IAC et IC, on dit qu'il faut appliquer la loi chez nous. 47 ans, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Les autres jusqu'à 55 ans. Vous voyez qu'il y a une discrimination. Même son de cloche au SINIA CCB, qui est né ce 1er juin. Le syndicat national des instituteurs adjoints certifiés et instituteurs certifiés déplore des injustices dans les reclassements prévus. Mais c'est plus les supérieurs qui ont reçu en tout cas ces avantages-là. Même je prends les corps des IP et les conseils et ils seront, après un examen, reversés directement en A1, si je peux dire ainsi. Par contre, la base que nous sommes, en tout cas à part les indemnités spécifiques et puis les indemnités de logement où il y a eu quelques améliorations, nous ne sentons pas que le statut est un peu valorisé. Par exemple, on dit, quand on recrute les anciens, on nous recrutait avec le niveau BPC, avec BPC. Nous sommes, après 2 années de formation, nous sortons en C1. Et encore, on veut relever le niveau, et nous allons toujours sortir. Bon, nous allons maintenant sortir en B1. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, ça veut dire que si tu as eu la malchance de rentrer avant l'autre, et celui qui va venir bientôt, peut-être dans 2 années, il est venu avec son bac, il va bientôt te surplomber, alors que toi, tu as 4 ans sur le terrain. Le SINIA CCB et le SYNTEF, tout en félicitant la CNSE pour les acquis, restent unanimes que le corps constitue la majorité du monde syndical. Ils avancent un chiffre de 60 000 agents sur 110 000 que compte le secteur de l'éducation. Ils se sentent plus que légitimes dans leur lutte. La CNSE a utilisé 2 ans pour lutter et obtenir ce qu'ils ont eu. Nous, on peut vous assurer qu'on ne va pas utiliser 9 mois. On vous assure qu'on n'utilisera pas 9 mois pour obtenir nos acquis. Ça, on peut vous assurer ça dès maintenant parce qu'on est soutenu réellement par la base. Et de plus,
Si vous voyez la composition de notre bureau exécutif, c'est composé de plus de 10 provinces. Les gens sont venus de partout pour la mise en place du bureau. Ça témoigne réellement l'importance que les gens accordent à ce syndicat. Donc, nous pouvons vous assurer que le gouvernement a intérêt à prendre nos préoccupations en compte pour ne pas se faire ridiculiser par le statut valorisant actuel, parce que nous allons encore obtenir réellement un statut réellement valorisant pour nos collègues. Sinon, il n'y a pas de cours les années à venir. Il n'y a pas que le SINTEF et le SINIA-CCB, il y a aussi le SNEP-PD, le syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré. Leur syndicat a aussi mené la lutte aux côtés de la CNSE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour l'aboutissement de la mise en œuvre du protocole d'accord. Mais à l'arrivée, le SNEP-PD, le syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré, se sent lésé dans ce qu'on pourrait appeler le partage du butin. Les revendications concernant leur corps n'auraient pas été prises en compte dans les négociations. Je vais dire courageusement que j'ai expliqué le problème, qu'eux-mêmes ils n'ignorent pas. Mais à un moment donné, on m'a dit que c'est un dossier que la CNC ne pouvait pas porter. Voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé de le porter. Si nous sommes ensemble et nous luttons ensemble, c'est pour le bien de tous les agents, c'est pour le bien de tous les enseignants du Burkina Faso. Mais qu'on on ne s'associe pas à moi pour défendre ce dossier-là, sincèrement, je ne comprends pas. Le dossier dont il est question est relatif au plan de carrière des encadreurs pédagogiques du premier degré. Nous demandons tout simplement que les conseillers pédagogiques qui subissent 3 ans de formation après la catégorie B1, qu'ils soient reclassés en A1. Comme d'autres corps de métiers qui de B1 subissent seulement 2 ans de formation pour être reclassés en A1. Et nous demandons à l'État de reclasser les inspecteurs de l'enseignement du premier degré en catégorie PC, ce qui correspond aussi à leur profil de formation. Ça n'a pas été pris en compte au niveau du statut valorisant. Une injustice selon le SNEP-PD qui ne compte pas rester les bras croisés, d'autant que ce syndicat estime avoir été l'initiateur de la lutte pour le statut valorisant depuis 2008. Nous allons continuer le combat parce que nous sommes des syndicalistes. Nous allons revoir le gouvernement pour réexpliquer notre problème parce que ce n'est pas un problème que les gens ignorent. Deuxièmement, nous pensons aussi qu'il y a la voie judiciaire que nous pouvons emprunter parce que nous sommes des citoyens et nous avons des droits. Et nous pensons que le droit pourrait être dit aussi par rapport. Donc nous avons aujourd'hui 2 plans de bataille, et la bataille juridique et la bataille syndicale. Autant dire que le gouvernement qui croyait avoir du répit avec la rédaction du statut valorisant au profit des syndicats de l'éducation n'est pas encore sorti de l'ornière. En plus des encadreurs pédagogiques, il y a aussi les instituteurs adjoints certifiés et les instituteurs certifiés qui se sentent aussi lésés dans ce statut valorisant. Ils promettent tous des actions dans les semaines à venir. Alors, Dr Compaoré, c'est là une lutte avec à la clé des acquis qui ne semblent pas satisfaire l'ensemble des travailleurs. Est-ce que ça ne vous interpelle pas également du côté de la santé? Exactement, ça nous interpelle. Alors justement, à votre niveau, il y a d'un côté le SINCHA, mais il y a aussi le CIMEUB, les 2 grands justement, syndicats qui mènent la lutte de façon, chacun à son niveau. Mais il y a que là aussi, notamment du côté des médecins, il y a comme une forme, comme on l'a dit tout à l'heure dans cet élément, vous sentez une forme d'injustice à votre égard? Exactement. Disons que dans le domaine de la santé, il y a vraiment une injustice et ça concerne tous les corps de la santé. Voilà. Mais le CIMEUB, effectivement, défend en particulier les injustices à l'égard du médecin burkinabé. Et vous avez l'impression que le médecin burkinabé aujourd'hui est lésé en termes de rémunération, c'est bien ça? Oui, exactement. Mais il y a la fonction publique hospitalière qui devrait pouvoir régler ce problème et qui est bien en marche. Et oui, disons que les luttes actuelles même, c'est pour une application effective de cette fonction publique hospitalière. Mais même cette fonction publique hospitalière, ça va venir effectivement soulager notre système sanitaire en termes d'équipement, voilà, avec les mécanismes qui s'y trouvent, en termes d'organisation des services de santé, en termes de gestion des ressources humaines, et un temps soit peu en termes des conditions de vie des agents de santé, dont le médecin.
C'est vrai qu'au niveau du ministère, on estime quand même qu'il y a des efforts qui sont faits. On parle notamment de quelque chose de 30 milliards de francs CFA investis par rapport à la question des équipements. Mais il y a aussi en termes de perspective par rapport au personnel, il y a des choses qui sont déjà entamées au niveau donc, du gouvernement. Et donc on ne comprend pas trop pourquoi au niveau des syndicats ça s'agite tout de même. Ok, exactement. Voilà, par rapport à l'équipement, donc je pense que là, ce n'est pas la somme mise pour l'équipement qui importe plus, mais c'est la réalité sur le terrain, l'efficacité de l'équipement qui s'y trouve sur le terrain. Voilà. Donc nous sommes dans un pays pauvre, mais nous pensons que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des ressources souvent pour dilapider. On dit souvent des sommes colossales, comme ce que vous avez dit, et 30 milliards pour équiper des hôpitaux, ainsi de suite. Mais arriver sur place, vous n'allez pas trouver ça. On ne sent pas l'impact de ces 30 milliards dans les équipements. Il n'y a même pas l'impact sur le terrain. Donc nous proposons qu'effectivement, avec cette fonction publique hospitalière, que nous partons sur d'autres mécanismes, notamment la préqualification des marques. Voilà, impliquant les sociétés savantes des différents utilisateurs. Et là, on pourra... C'est vrai qu'on parle de plus d'un millier de marques dans le secteur de la santé, pour ce qui est du matériel, des équipements. Donc, si on parle de préqualification des marques, la société savante, les radiologues, les biologistes, ainsi de suite, la société savante vont s'asseoir ensemble, voir c'est quelle marque qui répond vraiment à nos normes que nous pourrons utiliser avec les ressources que nous avons, que nous pouvons utiliser dans notre pays pour pouvoir offrir des soins de qualité à cette population. Et également, il ne faut pas qu'on continuer à faire les business dans le domaine de la santé. Il faut vraiment que ce soit des matériels de qualité, qu'une fois sur place, on va pouvoir l'utiliser pendant de longues années. Il n'y a pas de transparence dans le processus de passation des marchés, c'est bien ça? Bon, exactement. Bon, si on nous dit qu'on a pris une somme importante pour payer un matériel qui, en quelques années, bon, vous êtes dans le pays, chaque fois vous allez entendre des pannes par-ci, par-là, 2 mois, 3 mois. Ça pose aussi un problème de maintenance. Voilà, maintenance et même la qualité du matériel. D'accord. Alors, après ces jours de grève, quel bilan vous en faites au niveau du CIMEB? Bon, le bilan, en termes de mobilisation, vraiment, la mobilisation était de taille. Il faut dire que nous avons reçu les informations de toutes les régions et dans pratiquement toutes les régions, la plupart des médecins, ce sont nos militants et les militants étaient vraiment mobilisés, ils ont respecté vraiment le mot d'ordre. Ils ont bien respecté le mot d'ordre et les statistiques du gouvernement ne nous disent pas le contraire. Voilà, la grève a été suivie dans plus de 90%. Une mobilisation de taille avec à la clé des décès? Bon, est-ce que ces décès sont imputables directement à cette grève? Ça, il nous faut vraiment une autopsie scientifique pour venir avérer ça. Le personnel médical, le personnel de santé pouvait être là. Mais à défaut du matériel pour soigner ces personnels et pour soigner cette population, la population va mourir. D'accord. On va poursuivre justement cette info pour parler de 2 affaires polémiques en ce moment au Burkina Faso. C'est bien l'affaire déclassement de la forêt de Kwa. On en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, on parle de cette affaire exportation de charbon fin par la mine d'or d'Essakane. Cette affaire de plus de 300 milliards de francs CFA d'infraction. La société Ayam Gold Essakane se défend. Voici à quoi ressemble le charbon fin d'Essakane, objet d'une polémique autour d'une présomption de fraude de 59 kg d'or. Le voici à l'état neuf, c'est-à-dire non enrichi en or. Il est obtenu à base de noix de coco, de bois et autres matériaux. Ce charbon, une fois activé, a d'excellentes propriétés pour capter les fines particules d'or et autres métaux précieux. Mais il n'entre pas aussitôt dans le processus de la recherche de l'or. La plus grande quantité d'or est d'abord obtenue grâce au cyanure et plusieurs autres produits chimiques. À Essakane, on évoque un chiffre allant jusqu'à 95%. Environ 5% de la teneur en or du minerai échappe donc au principal système de captation de l'or. Cette partie de la production se dilue dans les eaux de traitement et se perd à travers les canaux d'écoulement. C'est pour donc éviter cette perte que la société Ayam Gold Essakane dit avoir développé la technologie de traitement du charbon fin pour optimiser sa production. C'était vraiment une opportunité. On était même fiers d'avoir pensé à cette innovation-là, de faire tous ces investissements-là pour au finish vraiment optimiser un peu notre circuit et s'assurer qu'on pouvait rentabiliser ça.
La société IAM Gold Essakane dit avoir décidé en 2018 d'expédier le charbon fin au Canada parce que son incinérateur serait d'une petite capacité et elle aurait mis 2 ans pour traiter le volume de stock de charbon fin à sa disposition. 2 expéditions de charbon fin avaient eu lieu déjà en 2015 et en 2016, mais la 3e, elle, est épinglée par la Brigade nationale antifraude de l'or. 59 kg d'or et 24 kg d'argent n'auraient pas été déclarés par la société selon une enquête judiciaire instruite par le procureur du Faso. Mais au sein de la société, on dit avoir du mal à comprendre. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Je pense qu'une compagnie comme la nôtre ne s'amuserait pas à s'engager dans des activités de fraude. On parle aujourd'hui de moins de 500 kg d'or, on parle d'environ 3% de la production annuelle de la mine. Donc je ne vois pas l'intérêt qu'une compagnie comme IAM Gold Essakane SA aurait vraiment à s'adonner à ce genre de pratiques-là. On ne perdurerait pas si c'était le cas. La direction de la société minière affirme avoir observé toutes les réglementations en vigueur. On s'est référé à la tutelle pour avoir les autorisations pour dire est-ce qu'on peut. On nous a dit oui, vous pouvez, sous condition de X, Y, Z. Ces conditions-là ont été suivies et on a procédé à l'exportation. Selon les informations fournies par la direction de la mine d'Essakane, 640 échantillons des conteneurs saisis ont été analysés par le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Bumigeb entre le 27 novembre et le 4 décembre 2018. Les pesées émises sous scellés des sacs de charbon fin se seraient déroulées entre le 4 et le 8 octobre 2018 sous la supervision de la douane, du Bumigeb et de la Direction générale des mines et de la géologie. Pourtant, c'est la quantité de charbon fin et sa teneur en non déclarée qui crée le débat. Selon la mine d'Essakane, le total d'inventaire d'or dans le charbon fin a été évalué à 304,273 kg au moment de la mise en conteneur. Cependant, le rapport d'enquête de justice mentionne 59,048 kg d'or de plus non déclarés. Donc quantité exacte, on ne peut pas le dire, c'est vraiment une quantité estimée. On demande une autorisation sur la base d'une quantité estimée, on nous donne l'autorisation sur la base de ces estimations-là en nous disant on régularisera lorsqu'il y aura des quantités finales qui vont être déterminées par des experts reconnus internationalement sur le plan mondial. Selon les données fournies par la mine d'Essakane, en 2015, environ 255 kg d'or avaient été déclarés à l'expédition. Mais la fonderie au Canada trouvait finalement environ 268 kg d'or, soit 13 kg d'or de plus. En 2016, 380 kg d'or avaient été déclarés à l'expédition, mais la fonderie, après analyse, déclarait approximativement 382 kg, soit 2 kg de plus. En 2018, environ 304 kg d'or sont déclarés par la société, mais l'enquête menée par la justice burkinabé trouve 59 kg d'or de plus, un écart qui conforte peut-être les suspicions. On ne va pas trop se prononcer sur ce qui est contenu dans ces rapports-là. Il y a un cadre de dialogue qui est là, qui est établi, que ce soit surtout avec les autorités judiciaires. Et donc on travaille ensemble, on collabore et on fournit les informations qu'on nous demande. Et pour nous, c'est vraiment être dans une posture où on se dit que de toutes les manières, tout ça va se clarifier, ça sera clair pour toutes les parties au finish. Toutes les attentions sont tournées vers le procureur du Faso qui doit trancher cette affaire, où même certains membres du gouvernement sont soupçonnés de complicité. Et déjà, au niveau du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, on confirme justement les conclusions du rapport d'expertise. Il y a bel et bien eu tentative d'exportation frauduleuse d'or de la part de IAM Gold Essakane SA. L'affaire exportation illégale de charbon fin par la société minière IAM Gold Essakane SA fait la une du bimensuel Courrier confidentiel. Le rapport d'expertise exploité par le Canard fait état d'énormes irrégularités dans l'opération et conclut qu'il s'agit d'une tentative d'exportation frauduleuse d'or de grande ampleur maquillée en exportation de charbon. C'est aussi ce à quoi est parvenu le RENLAC
Le réseau national de lutte anticorruption suite à ces investigations. La fraude se trouve à plusieurs niveaux. D'abord, sur les minerais déclarés à la douane. Il n'y avait pas que de l'or et de l'argent dans cette affaire de charbon fin. Il y avait beaucoup d'autres matières. Donc, on peut vous citer le zinc, et, comme on appelle le cuivre, le fer, le manganèse et tout ça. Donc, publiquement, on dit que c'est, comme on appelle, des résidus d'or, mais en réalité, on va au-delà de l'or pour se rendre compte qu'il y a effectivement du fer, du cuivre, du zinc. Il y a ensuite ce constat bouleversant relatif à la teneur en or. Suite à une étude comparée du même minerai, mais provenant d'autres sociétés témoins, les conclusions sont sans appel. Par exemple, au niveau, comme on appelle, des sémaphores, la teneur en or, par exemple, se situe entre 10,46 grammes par tonne et 103,2 grammes par tonne. Mais en ce qui concerne le charbon fin que Essakane, enfin Ayampour Essakane a tenté d'exporter, on a abouti à des éléments qui indiquent que par moment on a environ 5550 grammes par tonne. Par moment on va jusqu'à 6562 grammes par tonne. Donc de façon très nette, c'est juste pour vous dire que la teneur est largement au-dessus de la moyenne, en tout cas pour ce qui concerne j'allais dire, les mines qui sont en production au niveau du Burkina Faso. Le réseau national de lutte anticorruption dénonce l'attitude du ministère des Mines dans cette affaire. Le département de Oumarou Idani, qui avait dès le déclenchement du scandale nié toute idée de fraude dans l'opération. Avec ce rebondissement, le gouvernement est de nouveau interpellé. Tout cela s'est produit avec la bénédiction, sinon la complicité des autorités politiques de ce pays. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous les interpellons à faire en sorte que toute la lumière jaillisse dans cette affaire et que tous ceux qui doivent répondre, qu'ils répondent effectivement. L'autre sujet abordé à ce rendez-vous avec les hommes de médias est cette autre affaire de recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale en 2018. 2 personnes croupissent derrière les barreaux, mais le dossier est toujours en souffrance en justice. Le lieu pour le RENAC de dénoncer la paralysie de l'appareil judiciaire du pays. Le ministère en charge des mines qui sera face à la presse demain pour donner sa part de vérité. Alors, Chaka Koulibaly, c'est là une affaire qui est inquiétante. On parle de plus de 300 milliards de francs CFA concernés. Et puis, on parle d'implication aussi au plus haut niveau. On attendra de voir demain avec la conférence de presse donc, du ministère en charge des mines. Mais il y a que la mine se défend, mais du côté du Rhin-Lac, on est convaincu qu'on confirme justement ce rapport d'expertise. Oui, je pense qu'à partir des éléments que nous venons de suivre, on constate que jusqu'à présent, le Burkina Faso n'avait pas introduit un circuit de contrôle des exportations de charbon fin. Donc il a fallu une saisie par la douane pour que finalement on aille au BUMIGEB pour vérifier est-ce que la teneur en or est celle qui a été déclarée. Et comme la mine l'a dit par 2 fois, voilà. Ils ont reçu les autorisations. À faire sortir, voilà. Sans forcément ce contrôle. Donc ce que ça amène à l'esprit tout de suite, c'est que nous n'avons pas mis en place un circuit de contrôle et de suivi de ces exportations. Cela montre tout de suite, et c'est ce qui permet de penser que le ministère, quelque part, n'a pas joué son travail. Et le ministère, justement, à l'époque, avait clairement dit que tout s'est fait dans la régularité. Oui, ils le disent, mais est-ce qu'ils avaient des éléments pour démontrer qu'effectivement, ils ont fait le contrôle et qu'il n'y a pas un plus d'or que ce qui a été déclaré? C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Parce que quand on écoute les différents acteurs, on voit qu'il y a un débat entre la mine qui a ces chiffres et le contrôle qui a été fait par le BUMIGEB qui donne d'autres chiffres et qui sont confirmés également par le traitement au Canada qui montre que les 2 fois passées, il y a eu également des surplus d'or dans ce qui a été déclaré. C'est vrai que selon la mine, effectivement, à la base, ce sont des estimations, mais après, à la fin, voilà. forcément, ça ne donne pas toujours... voilà. C'est des estimations. Donc, ce qui nous dit aujourd'hui qu'il faut nécessairement établir un protocole très serré de suivi de ce minerai-là qui sort.
Mais je pense aussi qu'il faut arriver... Ça pose là encore un problème véritablement de transparence, justement, Exactement. Pour les ressources des mines. Pour moi, la solution ici, il s'agit de donner la latitude aux organes de contrôle de qualité, l'indépendance nécessaire pour faire le travail. Si le BUMIGEB est toujours une structure du ministère, on peut comprendre pourquoi ce contrôle n'est pas fait a priori, et surtout qu'il donne l'autorisation finalement. Alors que quand il a eu l'affaire à éclater et qu'on a parlé de présomption de fraude, le BUMIGEB fait un travail et sort des chiffres qui ne sont pas... Ceux-ci auraient dû alerter donc les autorités du contrôle du ministère si ça avait été fait a priori. Donc ça nous donne ici une idée de ce que nous devons mettre en place en tant qu'État, du dispositif de suivi. Il faut maintenant créer des agences indépendantes de contrôle de qualité. Parce que jusque-là, aujourd'hui, vous verrez un peu que les structures de contrôle parfois manquent du minimum de moyens pour faire le travail et parfois se retrouvent être prises en charge par les sociétés minières. Voilà. C'est parce qu'on a continué à les garder comme des détachements des structures du ministère. Si c'était des laboratoires indépendants, que ce soit le BUMIGEB ou le Laboratoire national de santé publique, qui a le même problème, s'ils étaient indépendants, on leur aurait donné des budgets séparés, totalement indépendants du ministère, ce qui fait qu'ils auraient pu se développer à côté donc, des services du ministère. Mais tant que ça va rester des services qui sont nommés, le DG est nommé par le ministre, et les autres personnels également, on va toujours rester dans cette situation-là. Et là, aujourd'hui, on va voir ce que le ministère va nous dire demain. Mais apparemment, avec les données qui sont déjà présentées, apparemment, il y a de fortes suspicions de fraude dans cette affaire. De fortes suspicions de fraude, en tout cas, qui portent sur plus de 300 milliards de francs CFA. Et c'est faramineux. C'est énorme quand même. Oui, c'est beaucoup. Et là, ça va venir renforcer les doutes que la plupart des Burkinabés ont sur cette histoire des mines, qui estiment que le Burkina Faso est un pays minier hautement classé dans les classements mondiaux, mais on ne ressent pas les effets de l'extraction des mines dans le quotidien des Burkinabés, ne serait-ce que dans le fonctionnement de l'État. On voit les difficultés budgétaires qu'il y a aujourd'hui, alors que d'autres pays exportateurs de ressources naturelles arrivent à combler les problèmes budgétaires avec ces exportations. Pourquoi est-ce que les mines d'or ou les mines en général ne pourraient pas permettre au Burkina Faso d'avoir un confort, un certain confort, un matelas de sécurité budgétaire à partir de ces exportations-là? Donc cette affaire vient montrer que quelque part, le dispositif n'est pas très bien élaboré, mais surtout son fonctionnement pose beaucoup de problèmes de transparence. Et on espère que le ministère demain va donner beaucoup plus d'informations parce qu'il est obligé d'endosser la responsabilité parce que le BUMIGEB est une structure donc, du ministère à l'heure actuelle. Il y a le dispositif de contrôle, mais en amont, c'est aussi les infrastructures de traitement justement de ce charbon fin. Est-ce que l'État aussi ne gagnerait pas à ce niveau à faire en sorte que ce dispositif-là existe sur place et permette effectivement à l'ensemble des sociétés minières de pouvoir faire ce travail sur place pour effectivement éviter ce cas de figure? Vous voyez, lorsqu'on pense que le ministère, et ce que le RENLAC dit, le ministère est impliqué et aurait des soupçons donc de participation à la fraude, c'est parce que tant que le BUMIGEB est une structure du ministère, on peut penser qu'à dessein, on évite d'équiper le BUMIGEB suffisamment pour qu'il ne puisse pas effectivement faire les contrôles qu'il faut. Ça peut être un soupçon. Donc il faut également que le ministère réponde sur cet aspect des choses-là. C'est pour ça que s'il y avait eu une structure indépendante qui a un budget autonome, qui fonctionne, qui s'équipe, qui forme ses agents, peut-être que le ministère non seulement n'aurait pas été impliqué, mais le BUMIGEB aurait développé des aptitudes de contrôle de qualité extrêmement élevées maintenant. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes pays miniers. Et là, on est jusque-là des stades embryonnaires du contrôle des qualités. Et là, cette affaire vient mettre à nu ce dispositif-là qui n'est pas du tout performant, mais surtout qui tend à spolier le Burkina Faso et le peuple burkinabé des bienfaits de son sous-sol. Et ça, si le ministère n'arrive pas à dégager sa responsabilité dans le soupçon de fraude qui court actuellement, en entendant encore les conclusions de la justice, ça pose le deuxième problème dans cette affaire, c'est l'indépendance de la justice, l'indépendance réelle de la justice à traiter une situation sans tenir compte
donc des implications des autorités politiques, etc. Et le fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction du procureur, ça donne également, ça alourdit les présomptions contre, donc, les, saisi, justement, contre les autorités. On attend qu'au niveau de la justice tranche, justement, exactement. La justice est bien au parfum de l'affaire et elle s'est saisie. Elle est déjà saisie. On attend justement la décision judiciaire qui va tomber après. Toujours est-il que là, c'est une question de test. Est-ce que l'arsenal juridique qui encadre effectivement le secteur permet justement de permettre au pays d'éviter ce genre de situation, parce que là, quand on écoute les responsables de la mine, ils semblent ne rien se reprocher, ils semblent dire que les choses se sont passées de façon normale en respectant les textes. Oui, ça nous amène à dire il faut que ceux qui attaquent les différents acteurs, la mine et le ministère, arrivent à démontrer qu'effectivement il y avait de la fraude et que les quantités déclarées n'étaient pas celles réelles qu'on a saisies sur le terrain. C'est ce que révèle le rapport. Donc, justement, même le juge aujourd'hui est obligé d'attendre ces conclusions très techniques-là. C'est là où ça met en exergue la qualité, la capacité des structures de contrôle à faire un travail de qualité. Et apparemment, il y a déjà des résultats qui sont sortis qui peuvent permettre au procureur de se prononcer sur présomption ou innocence. C'est ce qui est attendu d'ailleurs dans les jours à venir. En attendant justement cette décision judiciaire, demain on entendra aussi sûrement la position du gouvernement. À mon avis, je pense que c'est superflu que le ministère se prononce à partir du moment où on est déjà devant la justice. Ce serait d'attendre que sur la base des travaux techniques réalisés, le procureur se prononce et qu'on sache si le ministère est impliqué ou pas. Puisque le ministère est mis en cause, peut-être que le ministère... Mais il faut attendre d'être impliqué pour se défendre. S'il se défend préventivement, ça a encore alourdi les soupçons. On attendra donc de voir par rapport à cette affaire. Le Burkina Faso, déterminé à retrouver sa première place de producteur de coton en Afrique, mais il y a des menaces à lever. Pour réussir cet objectif, l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, interpelle le gouvernement. Elle réclame des sanctions contre les responsables des mauvais intrants de la campagne cotonnière écoulée et une indemnisation des paysans victimes, sans quoi les producteurs membres donc de cette organisation menacent de boycotter la campagne cotonnière qui s'ouvre. Les militants paysans de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, des zones cotonnières Sofitex, Faso Coton et Sokoma, menacent de boycotter la production du coton au profit des céréales si le gouvernement n'apporte pas une réponse appropriée à leurs préoccupations. Ces préoccupations sont formulées et contenues dans une plateforme revendicative sur la filière en 34 points. En fait, ces paysans demandent à l'État et aux sociétés cotonnières de réparer les préjudices subis dus à la mauvaise qualité des intrants servis les campagnes écoulées en indemnisant les producteurs victimes. Plus cette crédibilité-là, les paysans ne sont plus crédibles face aux sociétés et que les sociétés et l'ensemble, tous les partenaires aussi ne sont plus crédibles face vis-à-vis des paysans. Ce qui fait que nous sommes obligés dans les luttes pour engranger des acquis, parce qu'il faut dire qu'on produit et pour avoir des intérêts après. Et s'il faut produire pour des pertes, nous sommes obligés à arrêter la production. Parce que nous avons demandé depuis mars 2018, nous avons entamé des procédures pour rencontrer les acteurs autour de la filière, pour qu'on puisse se mettre autour d'une table et poser les préoccupations sur la table et discuter afin de sortir avec des résultats qui fera plaisir à tout un chacun. Le gouvernement burkinabé ne peut prétendre relancer la filière coton sans traiter conséquemment les doléances des principaux acteurs que sont les producteurs, martèle l'ODJ. Nous les avons demandé d'analyser et puis traiter ça le plus rapidement, le plus tôt possible, pour que nous puissions rentrer dans les champs. La production de coton, il ne reste qu'un mois pour les semis. Voilà, pour les semis précoces, il ne reste qu'un an. Et si nous savons que c'est les semis précoces qui donnent, bon, maintenant nous avons adopté notre mot d'ordre. Il reste aux autorités et aux sociétés cotonnières de lancer le mot d'ordre pour que nous, on puisse suivre encore pour appliquer à la lettre. Sinon, ça a été préparé par nous, mais ça doit être lancé par eux.
Les militants paysans ODJ vont plus loin. Ils exigent le relèvement du prix d'achat du kilogramme de coton à 500 francs CFA contre 265 francs CFA. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, les unions provinciales et départementales doivent être dissoutes parce que complices et coupables de malversation et l'annulation des impayés internes et externes des campagnes cotonnières 2017-2018 et 2018-2019. Les paysans frondeurs disent ne pas être catégoriques sur leur position pour peu que le gouvernement réagisse avant les semis qui interviendront dans tout au plus un mois. Avec nous sur ce plateau, Mohamed Traoré, producteur de coton dans la zone de Houndé. Il est de la coopérative Tidjania, membre de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Et si on vous disait, si la culture du coton ne vous réussit pas, changer de culture, vous répondez quoi? C'est facile à dire, mais je répondrai non. Parce que seule la culture du coton est accompagnée par l'État. Et je pense que les producteurs de coton ne sont pas les seuls fils de l'État. Donc, il va falloir accompagner aussi les cultures vivrières pour qu'on puisse poser cette question. Et puisque, visiblement, vous avez des problèmes à ce niveau, pourquoi vous ne vous tournez pas vers les cultures vivrières, tout simplement? On ne se tourne pas vers les cultures vivrières aujourd'hui, comme je l'ai dit au début. Parce que, vous savez, aujourd'hui, même les cultures vivrières, il faut obligatoirement avoir de l'engrais pour produire. Pourtant, vous partez dans les campagnes, vous ne pouvez pas avoir accès aux engrais. Seules les sociétés cotonnières mettent à la disposition des paysans des engrais. Vous avez vu qu'en campagne 2018-2019, je pense que la production vivrière avait demandé la mise à leur disposition d'1 million de tonnes d'engrais pour produire. Et le gouvernement n'a pu mettre à leur disposition que 16 000 tonnes. Alors, dans la production du coton, si vous arrivez à produire 4 hectares de coton, on vous accorde 1 hectare, les intrants d'1 hectare de céréales. Et comme, même si tu as les moyens pour payer les intrants des engrais, tu ne peux pas les avoir sur le terrain. Donc, obligatoirement, nous sommes obligés de passer par la Sofitex pour avoir ces engrais-là et produire les cultures vivrières. Revenons un peu sur le fond du problème. C'est quoi exactement quand vous parlez de mauvais intrants? Le mauvais intrant, c'est l'engrais qui a été mis à la disposition des paysans en campagne 2017-2018. C'est de l'engrais pro. C'est une première fois pour les paysans d'avoir cet engrais-là. Et on avait notre engrais qu'on utilisait durant des années. Bon, nous, on n'a pas posé de problème envers ces engrais, mais ils sont venus avec des nouveaux formules d'engrais. Est-ce que c'est un problème de qualité? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un problème d'expérience? C'est un problème de qualité. Ça ne peut pas être un problème d'expérience, parce que je me dis que même si c'est un problème d'expérience, à qui la faute? Nous utilisons nos engrais il y a longtemps, personne ne nous a appris à utiliser les engrais. Et si vous amenez des engrais dont nous n'avons pas connaissance, dont nous ne connaissons pas comment utiliser ces engrais, et ceux qui ont amené devaient nous former. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu cet accompagnement, ça c'est un. Et je pense que l'engrais, avant l'utilisation de cet engrais est arrivé en mois de mai. Quand on nous a déposé cet engrais, puisque à l'arrivée, il y avait des sacs qui étaient troués. Donc, on a pris des sacs pour aller peser qui ne valaient même pas 50 kilos. Et on les a interpellés. Et c'est en ce moment que nous avons su qu'il y a des cailloux appelés dolomites dans ces sacs-là. Nous avons interpellé les sociétés cotonnières, les autorités provinciales en son temps. Mais ce qui est criard, c'est qu'au début, même un technicien de la Sofitex ne pouvait pas justifier la qualité de cet engrais. Et ça, c'est un. Et de deux, nous avons demandé depuis le mois de juin si on pouvait avoir des résultats, les résultats d'analyse dans un laboratoire, notamment l'INERAN ou Binasol, pour nous renforcer davantage sur la qualité. Mais depuis le début, je vous jure que ce n'est qu'en mois de décembre qu'on a pu mettre à notre disposition les résultats d'analyse de cet engrais. Et tu dis quoi finalement? Que c'est de la qualité? Ils disent que c'est de la qualité, mais vous savez, tout ce que nous venons de suivre là, c'est ça. Si les intellectuels sont pillés quelque part, ce n'est pas nous les lettrés.
Voilà, puisqu'ils savent. Nous avons demandé à notre union, qui est notre fêtière, qui a les moyens d'envoyer des échantillons de cet engrais-là dans des laboratoires pour qu'on puisse faire des analyses indépendantes, voilà, pour nous rassurer. Et l'union a dit qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la certitude que ces engrais sont à la base de la contre-performance? Ah oui, ces engrais sont à la base parce que depuis le Burkina, le monde paysan n'a jamais connu des endettements pareils. Là, si vous voyez la saison 2017-2018, ça a été vraiment catastrophique. Non seulement nous avons produit, on était allé au-delà des supervisions, des attentes de la part des sociétés, en emblavant des superficies anodines. Mais au finish, nous avons tous vu, il n'y a pas ce paysan qui n'est pas sorti endetté. Vous êtes endetté aujourd'hui, vous? Bon, je suis endetté. Je suis endetté. À hauteur de combien? Ça tourne autour de 2 millions, mais endetté d'une manière, hein, sinon je ne me vois pas endetté. Ah, vous devez? Non, je ne dois à personne. Pourquoi? À partir du moment où les sociétés cotonnières nous donnent des intrants en donnant le prix, et que moi je produis, et mon produit c'est eux encore qui donnent le prix, moi je ne pense pas si je suis endetté d'une manière. À la base, c'est parce qu'il a été conclu avec les sociétés cotonnières. Il n'y a pas de conclusion entre les sociétés et les producteurs. Parce qu'il n'y a jamais eu cet échange-là. À partir du moment où les unions, comme la fêtière des paysans, n'est plus crédible face aux paysans, ne répond pas aux critères, ne répond pas aux aspirations des paysans, et que c'est cette fêtière-là qui est utilisée par les sociétés, nous, on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas dans les engagements pris avec cette fêtière. Est-ce que vous n'êtes pas en train de sortir du droit parce qu'il y a des engagements qui ont été pris, il faut les respecter. Maintenant, le développement que vous faites, c'est... On ne peut respecter quelque chose quand on a la connaissance. Je ne peux pas respecter une loi que j'ignore. Quelle est cette... Il y a un contrat de départ que vous ne respectez pas aujourd'hui. Mais il faut expliquer ce contrat-là aux pauvres paysans pour qu'ils puissent savoir avant de... Vous êtes censé avoir compris ce contrat avant de s'engager. Non, je ne vois pas un contrat qui lie le pauvre paysan et la Sofitex ou le gouvernement. Il n'y a pas ce contrat. S'il y a un contrat, ça ne concerne que l'Union et la Sofitex. Alors aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui des producteurs? La situation aujourd'hui, c'est par rapport à la plateforme. C'est-à-dire la plateforme, c'est une occasion que nous avons donnée aux sociétés, au gouvernement, et de pouvoir relancer la production. Vous voulez quoi exactement? Vous attendez quoi exactement? Parce qu'on a vu les autorités, en tout cas, qui ont pris un certain nombre de mesures pour permettre au Burkina de retrouver sa place. Ils ont pris des engagements dans ce sens. Effectivement, ils ont pris des engagements que nous avons suivis à la télé et à la radio. Mais je vous jure qu'on ne peut pas raser quelqu'un à son absence. Tous ceux qui ont participé à ces ateliers de relance de la production du coton, et je ne pense pas si c'est eux les producteurs. Aujourd'hui, vous prenez tous les cadres de l'Union nationale des producteurs de coton, c'est des gens qui ne connaissent plus comment il faut produire le coton. C'est des gens qui ne rentrent plus dans les champs. Il y a eu des rencontres avec les producteurs dans les différentes zones, justement, où on a vu ces échanges directs, parfois chauds. Oui, je le dis parce qu'il faut reconnaître que la manière d'entretenir les producteurs crée des dysfonctionnements au sein de la production. Vous voyez aujourd'hui un producteur, par exemple, si vous prenez l'exemple du président national de l'Union, il a été porté à la tête parce que c'est le plus grand producteur du Burkina. Et je me dis ici, les producteurs ne sont pas traités de même manière. Tous ceux qui sont invités à ces ateliers-là pour les relances, c'est des gens qui ont des affinités politiques avec soit... Ça c'est difficile à vérifier, hein? Non, pas difficile, pas difficile. Pas difficile. Voilà. Donc, aussi producteurs. Bon, ils sont des producteurs. C'est des producteurs, mais des producteurs politiques. Toujours est-il que la filière se retrouve aujourd'hui confrontée à une difficulté, c'est que vous faites planer cette menace. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui par le gouvernement pour vous rassurer? Ce qui doit être fait, je pense que c'est d'étudier profondément et rapidement la plateforme. La plateforme, qu'est-ce qui est contenu concrètement?
le contenu, c'est 34 points, mais je pense qu'il y a des points, si on arrive à décoller sur ces points-là, et on peut atteindre la première place. Nous avons le relèvement du prix du kilogramme de coton à 500 francs, ce qui est possible. Et la dissolution pure et simple des unions nationales, provinciales et départementales. Nous avons encore l'annulation des impayés internes et externes des 2 campagnes, ce qui est annoncé par le gouvernement. Voilà, la plateforme a été élaborée avant leur déclaration. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Oui, c'est une bonne chose, mais on attend de voir les faisabilités. Puisque même l'année passée, cette même décision avait été prise par l'État. Et dans les applications, nous avons vu ce que ça a coûté. Et nous demandons encore, c'est-à-dire la réduction des prix des intrants agricoles et amélioration de leur qualité. Il faut dire que tout ce qui est dit aujourd'hui, qu'on a diminué les prix des intrants, et ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas. Et puis, il y a, quand on parle de la qualité, vous voyez, nous sommes marginalisés quelque part. J'ai avec moi ici un produit, un produit insecticide appelé Thunder. Vous voyez, deux bidons de ce produit coûtent, 2 bidons de ce produit est évalué comme 1 litre. Pourtant, c'est 100 mg. Mais c'est ça, on donne aux paysans 2 bidons et on vous dit à la télé là que c'est 1 litre. 2 bidons de 100 ml. En principe, je ne suis pas spécialiste, je ne suis qu'un paysan, mais je pense que ça doit donner 200 ml. Et vous voyez, donc il y a de ces trucs comme ça. On a des sacs d'engrais qui ne sont pas remplis. Et quand vous pesez 36 kilos, 46 kilos, 45 kilos, on dit que ouais, ça va. Qu'il ne faut pas se plaindre. Bon, on a le paiement immédiat des producteurs après chargement. Parce que vous pouvez récolter votre coton en mois de décembre. C'est payé, c'est évacué à la Sofitex. Il faut attendre 2 mois pour entrer en possession de ton argent. Le gouvernement a pris des au moment où on est en train de chasser ton enfant à l'école pour les frais de scolarité. Le gouvernement a pris des engagements aussi à ce niveau pour que les Ce n'est pas les engagements qui ne sont pas pris. Les engagements sont toujours pris. Voilà. Mais la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a aussi le dédommagement des producteurs pour les préjudices causés par ces intrants-là. Parce qu'il faut savoir que nous sommes endettés face à face des sociétés, mais encore en ville, il y a de ces crédits-là. Si les paysans ne sont pas dédommagés, ce serait très difficile de relancer la production. À la fois, vous réclamez une annulation de crédit, mais vous demandez aussi des dédommagements. Ah oui, puis par les préjudices causés. C'est un paradoxe tout ça. Donc, voilà un peu ces 34 points, comme je l'ai dit. Bon, il y a le relèvement aussi du frais de chargement de ces camions-là. Il faut savoir que le camion est chargé à 350 francs la tonne. Une tonne de coton dans la caisse est payée 350 francs. Si vous atteignez 8 tonnes, si c'est 7 tonnes 999 kilos, il est payé à 350 francs la tonne. Et quand c'est 8 tonnes ou au-delà de 8 tonnes, c'est en ce moment on vous paye 450 francs la tonne. Et pourtant, si cette caisse est renversée en cours de route et qu'on prend quelqu'un d'autre pour recharger, le deuxième chargement est payé à 45 000 francs. Et donc, ça fait de charge pour les producteurs. Voilà, donc... Seka Coulibaly, ça reste là un secteur aujourd'hui qui est à la recherche de son lustre d'antan. Alors on se demande comment en sortir. Il y a une situation aujourd'hui, le Burkina a perdu sa première place. Le gouvernement tente de prendre les mesures pour permettre au pays de retrouver sa place. Mais à côté, il y a ces producteurs qui menacent justement de boycotter la campagne parce que visiblement, ils ne trouvent pas leur compte. C'est surtout de se demander comment le chef de l'État peut lancer un objectif de ce genre-là, c'est-à-dire retrouver la première place de producteur, sans avoir étudié effectivement quelle est la situation au niveau donc, de la filière. Et là, ça ne fait que 1 ou 2 mois, je crois, entre la semaine nationale du paysan et les problèmes qui sont en train d'émerger.
comme si, quelque part, les techniciens du ministère n'ont pas capitalisé ces problèmes-là à l'avance et les soumettre au chef de l'État dans le dispositif pour qu'il puisse annoncer l'objectif de retrouver la première place. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, à la 4e place, pour revenir à la première place, il aurait fallu un ensemble de mesures fortes pour pouvoir combler ce... Je pense que si ce travail avait été fait aussi, ça permettrait, à mon avis, de couvrir à peu près l'essentiel de la plateforme qui est présentée ici. Parce que sur l'essentiel des plateformes aussi, on voit aussi qu'il y a pas mal d'engagements déjà pris. Comme vous l'avez dit, c'est peut-être la mise en œuvre que vous attendez de façon concrète. Mais comment c'est possible? Comment vous entendez mesurer ça avant que la campagne ne commence? Parce qu'il y a d'autres aspects, il faut attendre forcément là, par rapport à la période des récoltes ou en pleine saison. Effectivement, nous savons que tous les points de la plateforme ne peuvent pas être exécutés tout de suite. Mais voilà pourquoi nous avons dire qu'il y a des points saillants. Le signal fort à donner avant que effectivement la chose ne commence, le SEMI? Le signal fort à donner, c'est la dissolution des unions des producteurs de coton, toutes catégories, et le relèvement du prix de kilogramme de coton. Ça, c'est le signal fort qu'il faut donner pour qu'on puisse commencer les travaux en discutant sur les autres points. Les sociétés cotonnières ont déjà annoncé quand même des choses par rapport à la question du relèvement du prix et puis de l'enlèvement, le paiement, tout ça. Je crois qu'il y a eu des engagements forts à ce niveau. Oui, des engagements. Les engagements, c'est de diminuer les prix des engrais de 1 000 francs. Au lieu de 15 000, ça devient 14 000. Et le prix... Mais ce qu'il faut dire, et ils disent encore qu'ils ont ajouté 15 francs au prix du coton, ce qui n'est pas vrai parce que le coton a été payé cette année à 260 000. Si c'est 265 000 l'année prochaine, je pense que c'est 5 francs qu'on a ajouté. Mais ce qui est criard est qu'ils reconnaissent la mauvaise qualité des intrants qu'on nous donne, puisqu'ils disent que les insecticides qui sont mis à notre disposition, notamment ces insecticides-là, on avait 6 traitements à l'hectare. Et maintenant, on vient nous dire qu'on doit aller à 8 traitements à l'hectare. Donc, un insecticide... Sous-dosé. Voilà, surdosé, sous-dosé. Voilà, on nous envoyera des insecticides spécifiques où il faut traiter 2 fois les 2 derniers traitements. C'est-à-dire que ces insecticides-là vont coûter 7 000 le litre. Alors, donc 2 fois, ça fait 2 litres. 2 litres, ça fait 14 000. Si on ajoute ces 14 000-là à notre compte d'exploitation et qu'on nous dit que c'est 5 000 francs qu'on a ajouté, vous enlevez 5 000 francs dans les 14 000, il va vous rester combien? Il va vous rester 9 000. Même si on a diminué les engrais de 4 000, il va toujours vous rester 5 000. Donc, d'une manière, on a été chargé encore. Rien n'a été ajouté au prix du coton. Rien n'a été diminué dans le prix des intrants. Bon, mais on fait comprendre comme si quelque chose était fait. D'accord. Donc, pour vous, ça ne joue pas franc jeu du côté de l'État et des sociétés cotonnières, c'est bien ça? Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est la question du relèvement du prix, oui. Mais aussi la dissolution des unions. Oui. C'est ça le préalable pour entamer la campagne, c'est bien ça? La qualité des intrants. La qualité des intrants. Oui. D'accord. On espère que très rapidement... Il y a 1 mois, le délai c'est 1 mois. Bon, pour les semis, il ne reste qu'1 mois. Après 1 mois, je ne pense pas si... certainement, dans les semaines à venir, le gouvernement sûrement va prendre des mesures concrètes pour vous rassurer, on l'espère bien. On espère. Voilà. On espère. Dans le secteur de la santé, justement, la crise est loin d'être finie. Après la grève de la semaine dernière, au CHU Souro Sanou de Bobo Dioulasso, il y a eu sit-in cette semaine. Adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 2017, la loi sur la fonction publique hospitalière peine à être appliquée. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale dénonce des insuffisances dans la conception du tableau de reversement des agents de santé. L'analyse que nous avions faite par rapport à ces grilles-là, sur lesquelles on veut reverser les personnels, nous avions trouvé des insuffisances. Des insuffisances qui partent effectivement du non-respect même effectivement des engagements que le gouvernement même avait pris en termes d'augmentation des salaires de 20%. Alors nous avons signifié cela à la partie gouvernementale qui ont effectivement reconnu qu'il y avait des insuffisances, mais ils proposaient qu'on puisse reverser et après ils allaient procéder à la correction. C'est là la pomme de discorde entre le gouvernement et les agents de santé.
Pour le Sénicha, il faut d'abord corriger la grille avant tout reversement. Yaya Traoré, le secrétaire général du Sénicha section CHU Sorosanou et ses camarades demandent à la direction générale de l'hôpital de surseoir aux travaux de reversement en attendant de corriger la grille. Aujourd'hui, ils ont mis une commission au niveau de l'hôpital Sorosanou pour procéder justement à ces reversements. Nous avons donc dit, tant que effectivement ce serait cette grille-là, nous n'allons pas accepter qu'on puisse en tout cas reverser un travailleur sur une grille qui ne respecte pas les engagements et qui ne fait pas l'affaire effectivement des travailleurs. Parlant des insuffisances, Yaya Traoré estime que la grille d'indemnisation de 20% que le gouvernement a consentie le 31 janvier 2018 ne tient pas à sa juste valeur pour tout le personnel du CHU Sorosanou. Il appelle donc le gouvernement à revoir sa copie. Nous avons constaté que plus vous montez les échelons, vous allez en tout cas au plus haut, en tout cas au plus gradé des agents de notre ministère. En tout cas, on perçoit qu'on tend vers les 20%. Maintenant, quand vous commencez à descendre vers les bas, en tout cas au plus bas niveau de l'échelle, vous trouvez des augmentations de l'ordre de 4%, ce qui est loin vraiment des 20%. Et en plus de ça, il y a des gens qui vont perdre effectivement des échelons, en tout cas de 1, 2, voire même 4 échelons au titre de reversement. Donc c'est ce que nous décrions et nous demandons en tout cas au gouvernement en tout cas de revoir sa copie par rapport à cela. Ce sitting des agents de santé du CHU Sorosanou de Bobo Dioulasso est prévu pour se tenir tous les jours ouvrables de 7h30 à 11h jusqu'à ce que les travaux de la commission de reversement des agents de la santé soient suspendus par la direction générale. Rappelons que la fonction publique hospitalière est un engagement du président du FASO. Elle consiste entre autres à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de santé. Et en entendant, les patients en souffrent énormément. Docteur Compaoré, quelle sera finalement la suite à donner à cette lutte, à ce mouvement du côté du CIMEP? Bon, disons que du côté du CIMEP, nous n'avons pas totalement le même point de vue. Vous voyez que c'est le CHUNSA qui est en sitting. Voilà, effectivement, et ce présent mouvement concerne les actes de reversement, qui a déjà commencé par les agents contractuels des hôpitaux. Voilà, ils estiment qu'au niveau de reversement, au niveau de la grille indiciaire, que le gouvernement avait promis 20%, qu'il y a certains agents qui n'ont pas cette augmentation. Mais bon, nous avons vérifié et nous n'avons pas vraiment vu tout ce qu'ils ont dit. Nous interpellons en tout cas toujours tous les agents à vérifier. Si en tout cas un agent, des agents trouvent qu'ils n'ont pas vraiment l'augmentation prévue par le gouvernement, il va de soi vraiment que nous tous nous prenons le problème, l'affaire en main pour vraiment lutter pour qu'aucune personne ne soit lésée. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a des gens, quand on arrive, ceux qui ont au moins ce 14 échelons, donc n'ont pas effectivement l'augmentation prévue dans le protocole, l'augmentation de 20% prévue dans le protocole. Voilà, sinon le reste là, en tout cas, tend vraiment vers l'augmentation dans le protocole. Et bon, alors que ces gens également sont un peu rares, c'est ceux qui ont au moins 28 années de service. 28 ans de service sont un peu rares. Et le gouvernement avait promis qu'ils allaient traiter ceux qui sont environ 1%, qu'ils allaient traiter ceux qui n'auront pas vraiment cette augmentation-là, ces cas particuliers-là également à part. Donc, c'est également des promesses du gouvernement. Nous allons seulement interpeller le gouvernement. Interpeller d'abord tous les agents de santé à vérifier. En tout cas, si il y a des gens qui n'ont pas vraiment... Chacun doit calculer. Bon, on ne peut pas laisser des gens calculer seulement pour venir nous dire qu'il y a ça, alors que toi-même, tu n'as pas calculé. Chacun doit calculer. Et si vraiment la plupart des gens trouvent qu'ils sont légers, ils doivent vraiment se signaler pour qu'on saisisse le gouvernement pour qu'il corrige. Et maintenant, nous interpellons vraiment le gouvernement à prendre ses responsabilités. S'il y a des incohérences, qu'il les corrige, qu'il commence vraiment l'application effective de cette fonction. Vous, au niveau de CIMEP, vous êtes allé à la conférence de remise à plat. Oui. Et du coup, ça reste un projet qui reste d'actualité. Du coup, au niveau du gouvernement, on ne comprend pas trop pourquoi vous partez encore en grève au lieu d'attendre cela. Et bon, disons que nous, quand nous partons au niveau de la conférence de remise à plat, ce n'est pas pour dire qu'ils vont pouvoir le faire ou pas. Voilà. Mais en tant que citoyen, en tant que syndicat qui veulent vraiment contribuer à construire le pays, si vraiment il y a des crises au niveau de la société, si on nous appelle à venir dialoguer, nous allons participer. Et nous avons participé d'abord pour montrer les incohérences et les injustices que nous, médecins, nous subissons. Nous, médecins, présentement, aujourd'hui, un médecin, c'est Bac+8. Il faut qu'on répète ça. C'est Bac+8 années d'études.
Voilà. Et nous, médecins, on considère généralement le doctorat en médecine, d'abord, qui est d'ailleurs le premier doctorat, MD. Puisque si on remonte dans l'Antiquité, il n'y avait que 2 doctorats. MD, Medical Doctor, docteur en médecine, et PhD, Philosophical Doctor. Voilà. Et le doctorat en médecine est le premier doctorat. Et aujourd'hui, on nous dit que ce doctorat, qui tu dois faire 8 années après le bac, que ça ne vaut pas un autre doctorat. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares doctorats qui va demander, après le master, au moins 4 semestres, 2 années, 4 semestres de présentiel pour prendre des cours et faire des trucs pratiques et être évalué durant ces 4 semestres. Donc, nous sommes allés pour dire que, effectivement, si toutefois il y avait des remises à plat, d'abord, il faut vraiment qu'on revoie cette injustice que nous subissions. Ensuite, il faut également qu'on considère les années d'études postdoctorales que les médecins font. Chez nous, il y a des gens qui ont fait 4-6 années après avoir eu le doctorat. Il faut qu'on considère ça également. Également, nous sommes allés pour dire au gouvernement, si vous ne voulez pas de problèmes, si vraiment on veut apaiser le climat social, ça sera bien vraiment de faire les choses en toute équité. Hein? Et également, il ne faudra pas que cette conférence vienne remettre en cause des acquis. D'accord. Alors finalement, quelle suite a donné à votre lutte? À notre lutte, d'abord, c'est vraiment d'apurer, appliquer purement et simplement la FPH, la fonction publique hospitalière, qui nous disons ici que ce n'est pas seulement l'aspect pécuniaire, ce n'est pas seulement la rémunération. Il y a d'abord l'organisation de nos services, il y a l'équipement, mais ensuite par rapport à la rémunération, d'abord d'appliquer pour que effectivement puisse payer le passif qui est déjà là depuis janvier 2018 à aujourd'hui. Et en plus, maintenant, bon, ça va corriger un tant soit peu l'injustice que nous subissons, les agents de santé. Je crois que le gouvernement est dans cette dynamique. Hein. On a vu récemment ces décrets et arrêtés qui ont été pris en Conseil des ministres par rapport à la fonction publique hospitalière. Bon, notamment, c'est sur ces décrets que vous voyez les sittings là, que des gens estiment qu'ils sont déjà... Ils sont lésés. OK, on attendra de voir. Donc, merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. OK, merci bien. Alors, pour terminer avec vous aussi, Mohamed Traoré, on espère aussi, en tout cas qu'à votre niveau, très rapidement, le gouvernement va reprendre langue et va effectivement accéder à vos doléances, on l'espère bien. C'est nos souhaits. Merci. Merci. Siaka Koulibaly, on est en fin d'émission. Merci. Il y a surtout cette affaire, Djibril Bassolé aussi, qui a suscité la polémique toute cette semaine avec ces leçons de droit, cette pédagogie entre le bâtonnier de l'ordre des avocats, le ministre de la Justice, le directeur de la justice militaire notamment. Oui, je crois que tout est parti de la déclaration du ministre de la Justice qui voulait expliquer le fait que le général ne soit pas évacué encore par les mouvements au sein de l'ordre des avocats. C'est que l'ordre refuse que cela n'aura rien à voir avec la décision qui doit être prise par le président du tribunal seul, indépendamment même de l'instance. C'est-à-dire que même si le tribunal ne se réunit pas, le président a le pouvoir juridictionnel de donner l'autorisation à un prévenu de se déplacer. Et je crois que c'est effectivement la pratique, puisque par le passé, il y a eu déjà des cas qui ont eu lieu. On connaît des détenus, enfin, des accusés qui ont pu sortir, c'est revenu. Le même général a pu également partir en traitement en Tunisie, et puis il est revenu. Donc on ne comprend pas pourquoi, cette fois-ci, il y a beaucoup de bruit. D'abord, la décision de laisser partir le général traîne, et lorsque il y a des revendications de la part de ses avocats, de la part de la famille, dans les médias, on estime donc qu'il y a des problèmes techniques qui font que cela n'est pas assuré. Je pense que les autorités n'ont pas ici donné les explications suffisantes et qu'il va falloir revoir la copie à ce niveau-là. Revoir la copie pour éclairer davantage l'opinion sur cette affaire qui concerne donc une vie humaine qui serait en danger. Ça sera tout pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.